to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. On continue de remonter le fleuve Ansang-Soucien, voilà, quelque chose comme ça. 15e film aujourd'hui, c'est Sunny, S-U-N-H-I, Sunny, c'est un prénom féminin. Et le film était sorti en 2013-2014, en tout cas en France, il est sorti en 2014, mais je pense que le film a été fait une année avant. Et pour en parler, il était inconcevable que je ne propose pas à Istasia de venir parler de Hong Sang-soo, sinon j'aurais eu des gros soucis pour ma vie, d'ailleurs, certainement pour ma vie. Et vous le connaissez, Marc Lelgouache, il était déjà venu par 2 fois sur la chaîne pour nous parler du regretté Kim Ki-duk. Et puis surtout, il était venu avec Elias Campos pour nous parler d'une femme qui s'est enfuie. Voilà, un des films de Hong Sang-soo. Et donc là, il revient pour nous parler de Sunny sous la bannière Istasia. Istasia, je rappelle, revue des cultures asiatiques. C'est sur Internet et c'est une revue particulièrement fondamentale. Et Marc écrit des papiers là-dessus, les critiques de cinéma. Merci beaucoup, Marc, d'être là. On se tutoie parce qu'on se connaît très bien. Comment vas-tu? Bah, ça va très bien, merci. Et je note que je suis uniquement intervenu sur des réalisateurs sud-coréens, ce qui est étonnant parce que c'est pas, enfin, j'aime bien le cinéma sud-coréen, mais pas Ouais, ouais. uniquement. Donc, c'est concours de circonstances. Eh ben, tu sais, moi, ça me rappelle mes premières années de critique de cinéma quand on me demandait d'intervenir sur des films africains, alors que Ah, j'aimais bien tous les cinéastes, que j'aime le cinéma. Mais ça, tu sais, hein, c'est mystérieux. Allez, et on oui. referme cette parenthèse et on continue. Alors, en Song-soo, est-ce que tu pourrais... alors, je rappelle quand même, hein, dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien, vous cliquez dessus, vous tombez sur Istasia. Et vraiment, je vous recommande d'aller visiter cette revue. Qui existe depuis pas mal de temps déjà. Donc, il y a des podcasts, il y a des vidéos montages, il y a des articles extraordinaires. Allez-y, allez-y. Je referme cette parenthèse. Et d'ailleurs, je salue toute l'équipe. Et donc, en Song-soo, déjà, je voudrais un peu que tu me rappelles le rapport que tu entretiens avec son cinéma d'avant et d'aujourd'hui. Alors, je crois, mais j'en suis pas si sûr, que j'ai vu pour la première fois un film de Hong Sang-soo en 2007, et je crois que c'était Le pouvoir de la province de Kangwon, donc son deuxième film que j'avais vu à la Cinémathèque à l'époque. Et enfin, j'en suis pas sûr, mais je crois que c'est le premier film que j'ai vu de lui. Ensuite, j'en ai vu d'autres vers la fin des années 2000. Je pense que j'ai dû en fait voir tous les films qu'il avait fait jusqu'à cette date. Et ensuite, c'est un réalisateur que je suis depuis donc 15 ans, qui m'a pas fondamentalement marqué dès le début. C'est pas un cinéma hyper spectaculaire qui marque la rétine. C'est plutôt quelque chose qui est plus diffus. Et en fait, avec les années qui passent, j'apprécie de plus en plus les films d'Hong Sang-soo, y compris les films de sa première décennie, dont certains que je revois de temps en temps, toujours avec un regard un peu neuf. Et c'est surtout vers les années 2010 que j'ai vraiment que j'ai vraiment de plus en plus apprécié son cinéma, avec des films notamment comme Sun Yi, dont on va parler aujourd'hui, Right Now, Wrong Then, Yourself and Yours, Hotel by the River. Et donc, c'est vrai que là, depuis ces derniers films-là, qui sont de plus en plus réflexifs, auto-réflexifs, qui parlent de plus en plus aussi de la condition du réalisateur en jeune sage, mais qui n'oublie pas non plus quand même la jeune garde aussi. On voit dans l'introduction que ça parle beaucoup de la transmission. C'est un cinéma effectivement qui me parle de plus en plus. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est comme le bon vin ou le bon soju, c'est que voilà, ça s'apprécie sur la durée. Il n'y a pas un effet explosif dès le premier film, mais c'est quelque chose de plus diffus et de plus pérenne. Oui, parce qu'il faut savoir que fut un temps, il y avait de la bière, surtout du soju, et puis maintenant, il y a du vin dans les films dans Song-soo. Ça devient quand même complètement difficile à croire, mais il y a de cela. Je referme la parenthèse. Hem, Quand tu dis que, hem, aujourd'hui, enfin de plus en plus, il y a une forme d'identification
aux films de Hong Sang-soo. Alors, je ne dis pas qu'il faut avoir un certain âge pour les apprécier, mais il y a quand même quelque chose d'assez intéressant. Moi, j'ai découvert Hong Sang-soo début 2000, quand il y a eu les 3 premiers films qui sont sortis en France. Puis ensuite, il y a eu Turning Gate, La femme et l'avenir de l'homme, dont je garde un souvenir considérable. Mais tu vois, ces films-là, je les ai revus, bien évidemment, pour la rétrospective. C'est très intriguant parce que j'ai l'impression, et je crois que c'est l'un des rares cinéastes avec lequel j'ai cette sensation-là, que les films, comment dire, ont évolué par rapport à la durée, par rapport au temps, autant que moi j'ai évolué aussi. Il y a quand même un truc, c'est-à-dire que généralement on dit un film a mal vieilli, mais pour le coup, les films de Hong Sang-soo ne vieillissent pas. Il y a un truc très intéressant, assez impressionnant dans le fait que c'est comme la plupart des films sont généralement traitent du rêve, des cauchemars, des situations qui se répètent. Il y a quand même un truc, une espèce de temporalité qui est toujours en suspens et qui fait que tous les films de Hong Sang-soo pratiquement, eh bien, vieillissent, mais vieillissent bien, certainement. Et il y a un truc très délicat et très présent. Et de plus en plus avec les derniers films d'ailleurs. Oui, c'est vrai, mais je pense que ça vient aussi du fait que c'est un réalisateur qui laisse beaucoup de place au spectateur, qui est vraiment partie prenante du film. Moi, j'ai tendance à dire que Hong Sang-soo, c'est un peu un réalisateur de surface. C'est-à-dire que c'est assez rare chez les réalisateurs, c'est qu'ils rentrent pas vraiment en profondeur dans la psychologie des personnages, ce genre de choses. Il l'esquisse, il l'aborde, et ne serait-ce que par sa mise en scène, mais aussi par la façon dont les personnages évoluent dans les films, on a toujours l'impression qu'il filme la surface de ces acteurs, de ces personnages, et que c'est aux spectateurs de rentrer dans le film pour essayer de s'immerger vraiment dans ces personnages, dans ce qu'ils disent. Même, il y a beaucoup de non-dits dans les films de Hong Sang-soo. Les silences sont parfois même évocateurs. Et même quand les personnages font une sorte d'introspection, elle n'est pas visible à la caméra. C'est pas quelque chose qui intéresse trop Hong Sang-soo, j'ai l'impression. Donc ça, quand les personnages réfléchissent sur eux, sur leur identité, et Sun-Hee est un des films qui parle le plus clairement de la recherche d'identité dans ces films, c'est au spectateur de faire l'effort de comprendre et essayer de creuser au sein des personnages, ou même quand les personnages ont plutôt des envolées assez mystiques, comme on peut le voir dans Seul sur la plage la nuit ou Hotel by the River, qui sont des films qui lorgnent pas mal du côté de la philosophie allemande et tout. Je crois que j'en avais déjà parlé la dernière fois. Même ça, donc que les personnages s'élèvent ou qu'ils rentrent en eux-mêmes, tout ceci dans un travail de mise en scène ou autre, j'ai l'impression que Hong Sang-soo, il montre que la surface des choses, ce qui ne veut pas dire superficialité, Oui. bien au contraire. Et donc, j'ai l'impression que c'est ça aussi qui fait que ces films vieillissent bien, c'est que il y a cette surface qui existe, et après c'est au spectateur d'essayer de l'essuyer, ou alors je sais pas, enfin de s'y mouvoir comme sur un parquet. Et je pense qu'il y a de ça, et c'est vrai que parfois c'est vrai que c'est rare. Moi, ça me fait penser au cinéma de Ozu de temps en temps, et où justement la caméra elle est près du sol, etc. Il filme les personnages, mais voilà, on a l'impression qu'il veut les filmer, mais pas les filmer en même temps. Et c'est vraiment au spectateur d'essayer de chercher vraiment quel est le sens de ce plan, qu'est-ce que le personnage veut dire, qu'est-ce que le personnage ressent. Et j'ai l'impression que c'est vraiment une grande confiance qui est faite au spectateur pour faire ce travail. Tu le situerais dans quelle partie de sa filmographie, le film Sun-Hee? Alors, d'un point de vue déjà de la fabrication des films, c'est sa deuxième période, puisque c'est sa période numérique. Et donc, on va dire que c'est dans sa deuxième partie. Mais ensuite, je dirais que moi, je mettrais 3 parties dans le cinéma de Hong Sang-soo, du premier film jusqu'à Night and Day, donc 2008, me semble-t-il. C'est ça. Et
Ensuite, les femmes de mes amis, jusqu'à peut-être le jour d'après, quelque chose comme ça, qui est une deuxième période, et une troisième période qui est beaucoup plus, enfin donc qui est essentiellement la deuxième période, essentiellement numérique, avec beaucoup de comédie. Voilà, c'est moins dramatique que sur sa première période où parfois ces films sont assez badants parfois. C'est un peu moins le cas dans sa période 2010, qui est beaucoup plus enjouée, je trouve. Et la troisième partie, c'est un côté avec un aspect parfois plus personnel dans ses films. Enfin voilà, il y a son histoire intime qui parfois est évoquée. Et c'est là aussi où la figure du vieux sage fait un petit peu plus son apparition. Et donc c'est vrai qu'il y a depuis 5, 6, 7 ans, il y a, je pense, un travail qui est beaucoup plus sur enfin, le travail d'un réalisateur, sa responsabilité, la transmission avec introduction. Et voilà, voilà, j'ai l'impression qu'il y a plus un travail voilà, de vieux sur ces derniers films. Et donc, Sun-Yi, ce serait plutôt la seconde partie, en quelque La sorte. seconde Avant, partie, ouais. voilà, dans les comédies un petit peu plus légères qu'il a pu faire. Bon après, ça c'est ma vision des choses, hein, Non, non, mais celle que moi. c'est très intéressant que tu évoques la comédie, pardon, parce que j'aurais une question ensuite à te poser en ce sens. Un peu plus tard. Alors, Sun-Yi, très simplement, le synopsis, on va sur Wikipédia ou le dossier de presse, ça dit quoi? Ça dit sans diplôme en cinéma en poche, une jeune femme passe à son ancienne université, donc cette jeune femme, c'est Sunny, pour recevoir une lettre de recommandation de la part de son professeur. Enfin, elle demande d'abord une lettre de recommandation, pardon, de la part de son professeur Choi Dong-yoon, car elle souhaite partir pour les États-Unis pour pouvoir continuer ses études. Ensuite, elle tombe sur un ancien petit ami qui s'appelle Moon-so, et puis plus tard, Jae-hak, qui est un ancien camarade de son école. Et les trois personnes donnent des conseils sur la vie complètement différents, et pourtant, ils ont les mêmes intentions. Ça, c'est le synopsis qu'on trouve sur Wikipédia. Et quand on a vu le film, on est un peu décontenancé parce que, oui, il y a un peu de cela, mais il y a beaucoup de choses aussi qui ne sont pas dites. Première question extrêmement simple. Finalement, qu'est-ce qu'elle veut selon toi, Sun-Yi? Ah! Ouais, bah, c'est un peu tout le sujet du film. Alors, c'est une fille un peu paumée, quoi, qui effectivement au début du film, enfin qui a 28-29 ans d'après ce qu'on comprend dans le film, qui a quitté l'université il y a 1 an ou 2. Voilà, elle a vraiment tout quitté, même elle a vu personne pendant 1 an ou 2, ou du moins personne des gens qu'on va voir dans le film. Et là, elle revient du jour au lendemain en se disant: tiens, en fait, finalement, je vais peut-être reprendre mes études à l'étranger. Donc, allez, je veux rempiler pour 3 ans de plus parce qu'en fait, je ne sais pas trop quoi faire. Donc, allez, je vais faire des études de cinéma aux États-Unis. Elle vient donc quémander cette lettre de recommandation à son ancien professeur. Et donc, ce qu'elle veut initialement, c'est continuer ses études, voilà, parce qu'elle ne sait pas trop quoi faire de sa vie. Et il se trouve que la lettre de recommandation qui va lui être écrite par le professeur Choi ne la mettra pas forcément dans son meilleur avantage, puisque voilà, elle est traitée de personne timide, qui est mal à l'aise, qui a du mal à travailler en groupe. Qui n'est pas heureuse. Enfin, c'est vraiment quelque chose, une lettre de recommandation, pas piquée des hannetons. Je crois qu'à un moment, le professeur écrit même: je suspecte qu'elle a du talent, mais je n'ai pas pu le vérifier. Donc, voilà, c'est un peu méchant. Et donc, elle se dit: mais voilà, moi, je veux quand même une lettre qui me mette plus en valeur pour vraiment pouvoir entrer dans une université. Et donc, voilà, elle va demander au professeur de réécrire une deuxième lettre. Donc, le but numéro 1, c'est d'avoir sa lettre. Mais il se trouve que le jour où elle va demander cette lettre de recommandation au professeur Choi, elle se fait embrouiller par un premier type qui lui fait une blague en lui disant que le prof, en fait, il n'est pas là, il est parti en voyage et qu'il est à l'étranger et qu'elle ne peut pas le voir, ce qui était faux. Et donc, ce premier personnage qui apparaît vraiment qu'au début du film, on ne le verra pas du tout. En fait, c'est le seul
qui dit un petit peu ces 4 vérités à Sun Yi, puisqu'en gros, il lui dit « Mais j'ai jamais vu une personne aussi naïve que toi, enfin, t'es vraiment pas possible. » Et donc, ces 2 personnes-là se quittent fâchées. Et donc, ensuite, Sun Yi part dans un restaurant pour boire de la bière, parce qu'elle en a ras-le-bol. Et il se trouve qu'elle tombe, comme par hasard, sur son ancien amant, donc Moon-Soo, qui lui aussi est réalisateur, mais qui suit encore sa scolarité à l'université, et il lui reste un semestre à tirer, je crois, avant qu'il puisse lui aussi donner des cours et continuer à faire des films, etc. Et donc, il se retrouve là dans ce restaurant. Ils ressassent leur passé, et en picolant, en se criant un peu dessus. Voilà, ce qui est étonnant, c'est que Sun Yi, qui a quand même un peu mauvaise foi, reproche à Moon-Soo de continuer à faire ses études de cinéma, alors qu'elle est justement en train de quémander une lettre pour faire exactement la même chose. Donc, ironie du sort. Et c'est là où il y a la première question sur l'identité qui apparaît, parce que voilà, c'est vraiment un film sur l'identité, où Sun Yi va dire à Moon-Soo, mais oui, tu dis que tu veux changer, tu dis que tu veux changer, mais en fait, ça sert à quoi de changer si tu sais pas déjà qui tu es? Et donc, c'est vrai que c'est cette question qui sera un peu un leitmotiv dans tout le film, puisque contrairement à d'autres films de Hong Sang-soo qui sont parfois séquencés en partie 1, partie 2 ou en 3 parties comme ça, le film Sun Yi est beaucoup plus fluide, et il peut faire penser déjà à une pièce de théâtre, par exemple à du Beaumarchais, enfin ne serait-ce que dans les thématiques. Donc c'est très théâtral, et aussi le film agit un peu comme dans la forme comme une ronde. Bon, je ne vais pas citer Max Ophuls, mais en gros, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un personnage qui est dans l'écran, il rencontre quelqu'un, cette personne va ensuite rencontrer quelqu'un d'autre, et ensuite, il va y avoir une espèce de ronde. Comme ça, et donc, dès la moitié du film, on comprend le système narratif, c'est-à-dire qu'en gros, il y a 5 parties dans le film. Il y a partie initiale, Sun Yi qui va voir son prof, voilà, prologue pour avoir sa lettre. Et ensuite, il va y avoir 3 séquences où Sun Yi va être confronté à 3 hommes et un épilogue. Donc, à chaque fois, voilà, il y a séquence Sun Yi avec Moon-Soo, son ancien amant, Sun Yi avec le prof, séquence numéro 2, et Sun Yi avec Jae-hak. Et ensuite, l'épilogue, c'est « Mais vont-ils tous se rencontrer finalement en même temps ?» Donc, voilà, c'est assez marrant, c'est très théâtral comme dispositif. Et donc, que veut Sun Yi? Ben, effectivement, elle veut sa lettre, mais il se trouve qu'après, il y a des discussions autour d'elle et de ses situations amoureuses. Et au final, comme dans sa lettre de recommandation, on dit qu'elle est timide, qu'elle a peur des autres, qu'elle n'est pas courageuse, etc. Elle dit « Mais est-ce que je suis vraiment comme ça ?» Et donc, à chaque fois qu'elle rencontre ces trois hommes, il y a des discussions avec eux pour savoir ce qu'ils pensent d'elle. Mais voilà, il se trouve que comme les 3 hommes ne sont pas désintéressés par elle, son ancien amant veut revenir avec elle. Le prof, finalement, il s'avère qu'en fait, soi-disant, il l'aime bien, il a à moitié toujours été amoureux d'elle, etc. Et Jae-hak aussi, tout opportuniste qu'il est, en gros, lui, il dit « Ah tiens, bah, moi, je vais peut-être en profiter aussi ». Donc, en fait, ils disent à Sun Yi un petit peu tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils veulent lui faire entendre, c'est-à-dire que des bonnes choses. Elle est intelligente, elle a un sens artistique, elle est futée, elle est courageuse, elle est honnête, etc. Donc, c'est la drôlerie de la chose, c'est que en essayant de savoir qui est Sun Yi, en fait, il y a des lieux communs qui tournent en rond, et chaque personnage en fait répète toujours la même chose qui a déjà été dit avant. Et ce qu'il faut qu'au final, même les personnages en rient, parce que Sun Yi dit « Mais attends, mais j'ai déjà entendu ça quelque part. » C'est assez marrant. Donc, en fait, chacun répète mais en plus, c'est des lieux communs, quoi. Quand tu fais une lettre de recommandation pour quelqu'un, évidemment que tu vas dire, surtout dans le monde du spectacle, tu vas dire oui, bah voilà, c'est quelqu'un qui a un sens artistique, qui sait travailler avec les autres, qui est entreprenant. Enfin, voilà, c'est des banalités totales. Et ce qui est marrant, c'est que en fait, le titre français, c'est Sun Yi, mais le titre coréen et littéral, c'est Notre Sun Yi.
Et donc, le nôtre, il est aussi important que Sun-Yi, puisque c'est notre Sun-Yi, c'est la Sun-Yi des 3 personnages masculins qui sont dans le film, mais également le spectateur qui, du coup, ensuite peut essayer de jauger et de se dire, après ce que j'ai vu, finalement, qui est Sun-Yi? Et c'est là où je te parlais tout à l'heure de réalisateur de surface, c'est qu'en fait, est-ce qu'on est plus avancé au début qu'à la fin? Je dirais oui, un tout petit peu, mais on est toujours resté dans cette surface-là, même si on est rentré un petit peu dans la psychologie des personnages. Voilà, ils racontent tellement de lieux communs et ça tourne tellement en boucle qu'au fait, voilà, on est resté dans cette surface, mais c'est finalement à nous, en fait, d'essayer de démêler, finalement, d'aller plus profond et d'aller creuser, comme ils disent dans une scène, dans nous-mêmes pour essayer de découvrir qui on est. Et ce qui est assez aussi marrant, c'est que les non-dits sont très importants, notamment quand il y a la première rencontre entre Munsu et Sun-Yi. Munsu lui demande « Mais pourquoi tu m'as quitté ?» Et Sun-Yi lui dit « Non, je te le dirai après, je te le dirai pas maintenant, je te le dirai après. » Et quand Munsu parle avec Jaeak, donc c'est un ancien collègue à lui aussi, ils se connaissent bien, ils ont fait la même école, mais en gros, ils sont un peu en froid, enfin… Munsu lui demande, mais en fait, je t'appelle, tu me réponds pas, là, tu mets 3 plombes à venir au restaurant, enfin, c'est quoi le problème, quoi? Et t'as un problème avec moi? Et Jack lui dit, non, mais je te le dirai plus tard, je peux pas te le dire maintenant, je te le dirai plus tard. Et en fait, des choses qui peuvent être importantes ne sont jamais dites. Ou comme Jack, c'est juste au détour d'un dialogue avec le professeur Choi, puisque les hommes se rencontrent aussi eux-mêmes, hein, sinon ce serait pas drôle, pour discuter de Sun-Yi, bien évidemment, sans savoir qu'il parle d'elle. On apprend que Jack, en fait, il a quitté sa femme et qu'il vit tout seul dans un appart, etc. Mais il veut pas rentrer dans les détails non plus. Donc, en fait, il y a toujours ces esquisses de personnages et c'est un petit peu à nous ensuite de se les approprier, quoi. Comment fait Hong Sang-soo, selon toi, pour rendre, pour arriver à rythmer, des séquences entières en se basant sur des choses extrêmement anodines, sur des détails? Je pense par exemple à comme tu l'as bien évoqué au tout début, cette plaisanterie qui est assez, lourdaude et voire répétitif, mais il arrive quand même à en faire quelque chose. Il y a cette idée aussi, du climax, mais en fait, il s'en fout lui le climax, où tu veux savoir ce qui s'est passé, bah, on saura plus tard, mais en tout cas, le film ne l'intéresse pas. Et puis il y a pas que ça, il y a aussi, d'autres moments où, cette petite musique qui revient sans cesse pour clôturer la séquence et qui pourrait dire des choses et qui finalement, à chaque fois les personnages disent: «Mais j'ai déjà entendu ça quelque part». Comment tu peux expliquer ça, la manière qu'il a, qui est une manière extraordinaire d'ailleurs, donc pour le coup, d'arriver à rythmer, à rendre intéressant, à rendre possible des séquences qui, à la base, sont écrites sur des détails, sur des choses extrêmement anodines qui peut-être sont résumables en 2 3 mots et il arrive à en faire une véritable dramaturgie et tout ça tient, tout ça Mmh. tient. Bah, tu parlais des détails et en fait, c'est vrai que c'est un liant dans le film, qui permet de rythmer tout ça et quand il y a occurrence plusieurs fois, ça fait récurrence et surtout sur des choses anodines. Mais ça, je pense que c'est l'influence du mouvement surréaliste. Mais ce qu'on a tendance à oublier aussi dans le surréalisme, c'est, la déambulation et la recherche du hasard ou des hasards du quotidien. Donc, enfin, dans tout ce qui est déambulation, il y a Le piéton de Paris ou les livres d'André Breton comme Nadja, où voilà, les gens, en fait, les personnages déambulent dans Paris, dans la ville, et ils sont toujours à la recherche, ils provoquent le hasard, et pour que deux hasards ou deux petites choses qui peuvent être des détails, en fait, puissent faire sens et qu'on puisse trouver une sorte de vérité supérieure ou voilà, de quelque chose en fait qu'on n'avait pas vu avant. Et Hong Sang-soo utilise ça très fréquemment dans ses films, à plus ou moins haute dose. Là, dans Sun-Yi, il y a plusieurs occurrences qui font donc récurrence. Il y a notamment le poulet, puisque à 3 reprises Oui, dans des restaurants, il mange du poulet. j'avais oublié le poulet. Ouais, il y a le poulet et il y a la musique un peu de cigane, je trouve, voilà, qui apparaît à 3 reprises également. Et donc, à chaque fois, c'est dans
dans des scènes voilà, assez cocasses où il y a cette musique qui revient, il y a ce poulet qui revient tout le temps. Et voilà, ces petits détails comme ça rythment le film, en plus de ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire que au final, les personnages parlent à peu près tous de la même chose. Donc, ils parlent de Sun-Hee, donc forcément, ils parlent d'amour, etc., et d'identité. Et ils répètent aussi eux-mêmes les mêmes choses tout au long du film, avec plus ou moins de déformation. Donc voilà, tout ça, ça permet de bien rythmer les choses en partant d'une situation initiale qui est anecdotique. Ben voilà, il arrive à tenir tout le film jusqu'au dénouement où il y a la rencontre de tout ce qui a été débattu dans le film. Est-ce qu'on pourrait qualifier ce film comme étant est-ce qu'on pourrait se dire que ce film a des relents d'une certaine comédie hollywoodienne des années 30 et 40 qui était la comédie sophistiquée? Parce qu'elle est très légère, ce film est très léger, il a un ton très léger. Il y a 3 hommes comme ça autour d'une femme. Il y a cette espèce de relents très fantomatiques entre une personne qui arrive, on ne sait pas d'où, et qui repart d'un seul coup à la fin. Et puis il y a aussi des situations extrêmement sophistiquées, très drôles, très très drôles de par ce qu'ils disent, ces 3 hommes, et ce qu'ils sont. Et j'avais cette impression, je l'ai remarqué à la deuxième vision du film. J'avais vraiment cette sensation d'être dans ce genre de comédie qu'on appelait pas le slapstick, mais vraiment la comédie très sophistiquée, la comédie du remariage aussi des années 40. Il y a un peu de cela, avec bien évidemment le style en Sang-soo, donc c'est un style qui est propre à lui. Mais il y a beaucoup de ça, j'ai l'impression. Ouais, complètement. Mais pour moi, c'est du marivaudage, Ouais, clairement. Et donc, c'est mis vraiment ben, voilà, dans un milieu contemporain, mais c'est vrai qu'on retrouve un petit peu ces situations dans certaines comédies hollywoodiennes, que ce soit du Billy Wilder ou d'autres films. Je parlais de La Ronde de Max Ophuls c'est ça. tout à l'heure. On peut même penser à des sitcoms, hein, Le miel et les abeilles, par exemple. Voilà, c'est Et oui, des hommes qui butinent autour d'une même femme. Ouais, après, c'est quelque chose, hein, je pense qu'on peut retrouver assez fréquemment, mais Hong Sang-soo se l'approprie. Et c'est vrai qu'il y a quand même une légèreté qu'il n'y a pas dans d'autres de ses films qui parlent de sentiments amoureux. Là, c'est vrai que le ton est quand même très badin. il y a un peu de cela aussi, et c'est vrai que lorsqu'on compare les derniers films que nous avons peut-être vus axé autour des sentiments amoureux, c'est vrai que la situation est complètement différente. Je me souviens d'une conversation que nous avions eue il y a quelques années où tu disais, tu insistais beaucoup sur la, 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 la place importante de Kim Min-hee dans la filmographie, dans le cinéma de Hong Sang-soo. Et alors, il y a le côté enfin, il y a la vie privée, effectivement, certes, mais le cinéma dans Sang-soo, on a subi, positivement d'ailleurs pour le coup me concernant, des répercussions, parce que c'est à partir de là, j'ai l'impression, où ça va le regard est de plus en plus intéressant sur la femme. Ça n'est plus parce que quand on regarde par exemple les premiers films de Sang-soo et qu'on regarde les derniers, il est évident qu'il y a des choses qui ont beaucoup changé. Et mais j'ai cette impression avec Sun-Hee qu'on est dans une forme de parenthèse extrêmement enchantée, comme dirait l'autre. C'est-à-dire qu'on est dans une rêverie, alors qu'il y a pas de rêve, hein, dans le film. Il y a personne qui dort ou quoi que ce soit. Mais on a vraiment cette sensation d'un rêve, à l'image de ce prof qui, au tout début du film, cherche le soleil pour pouvoir bronzer. Et je trouve ça génial. C'est vraiment le film est à l'image de ce petit moment-là, de chercher quelque chose qui va t'apaiser, qui va te réconforter, ou alors qui pourrait même te donner un sens à ta vie. Ouais, alors moi j'ai pas eu ce sentiment de rêve. Rêve, c'est vrai que là on rentre encore hein, dans le surréalisme. Hein. C'est vrai que le brouillage entre le rêve et l'éveil dans les films de Hong Sang-soo est très présent. Hein. Il y a ça dans au moins 4 ou 5, voire plus de ces films. Oui, oui, Là, beaucoup. dans Sun-Hee, c'est vrai que c'est pas le cas. Donc ce côté un petit peu entre sommeil et éveil, je ne l'ai pas trop ressenti, mais ouais, c'est sûr que c'est présent dans son œuvre, du moins. Dans son œuvre, du moins, effectivement. Peut-être encore une ou deux questions. Comment, là, on sort un peu du film, mais en même temps, selon toi,
quel est le parce que chaque film dans Song Soo donne aussi un état des lieux de son rapport avec le cinéma. À chaque fois, il expérimente des choses. Mmh. Le dernier que nous avons vu en date, In Water, c'est un travail sur l'image, sur le flou. Alors, encore que ce procédé a déjà été utilisé dans certains films de Song Soo, et puis de manière un peu plus symbolique, le flou est quelque chose qui est finalement, c'est finalement cohérent dans le cinéma de Song Soo. Mais là, à ce moment-là, en 2013-2014, quand il fait Sun Yi, le film nous dit quoi aussi de son rapport au cinéma? Mmh. Ben, très bonne question. C'est intéressant que tu poses cette question parce que moi, en général, quand je regarde un film et que après j'ai envie de réfléchir sur ce film, en fait, je me pose 3 questions et en gros, c'est: que dit ce film de son réalisateur? Genre, voilà, comment ce film s'incorpore, dans son œuvre? Est-ce qu'il y a une rupture? Est-ce qu'il y a une Mmh. continuation? Est-ce que les thèmes sont les mêmes et cetera? Donc ça, c'est la 1re question. Ce qu'il dit du cinéma, en général, donc voilà, état des lieux du cinéma et ici, ben, sud-coréen ou même mondial, voilà, Mmh comment ça mh. s'incorpore, sa façon de faire, voilà, est-ce qu'il est dans le mainstream? Est-ce qu'il utilise des nouvelles formes? C'est où est-ce que ce film-là s'inscrit? Et la 3e question, c'est, que dit ce film de l'époque ou de la société? Donc en général, j'essaie toujours de me poser ces 3 questions, comme ça me permet de bien Ouais. réfléchir. Alors pour certains réalisateurs, c'est assez évident. Je sais pas, Jia Shanke par exemple, voilà, il suffit de regarder ses films. On sait que, bah, voilà, ça parle de la Chine de la fin des années 70 jusqu'à maintenant, voire un petit peu, plus loin et on voit des évolutions de film en film et même il s'autocite, de plus en plus, hein, dans son dernier film, notamment. Donc là, on voit vraiment chaque œuvre, voilà, qui a vraiment, quelque chose qui bouge. Idem, le rapport au cinéma chez Jia Shanke, ben, voilà, on voit cet essor d'un nouveau cinéma, chinois, mais ensuite au sein même du cinéma chinois, voilà, c'est pas tout à fait le cinéma officiel et cetera. Enfin donc ça permet d'étudier les choses de cette manière-là et l'époque et la société, ben, là effectivement Jia Shanke, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à dire, là-dessus, quoi. Il y a d'autres réalisateurs, hein, où c'est, vraiment, facile de voir ça, Zack Snyder, je pense à lui parce que moi, bien que je trouve ses films assez moyens, voire médiocres, mais en fait, c'est vraiment très intéressant parce qu'on peut dire beaucoup de choses et en fait, il est tellement au centre de ces 20 dernières années que c'est assez, fascinant à analyser, que ce soit, la place de ses films au sein de son œuvre, ce qu'il dit du cinéma par rapport à cette vogue des super-héros, à comment on produit des films, comment on finance des films, comment on appelle même des spectateurs à financer ces nouveaux films. Enfin, c'est assez passionnant. Et ce qu'il dit sur l'époque, enfin, au moins sur les États-Unis, je pense que c'est un des seuls qui parle à la fois de l'Amérique zombie sous opioïdes et de l'avènement du technofascisme. Donc, c'est vraiment très, très intéressant, quoi. Ça permet d'ouvrir des pistes. Alors après, quand on se pose la question sur Aung San Suu, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Alors, si on répond à la première question sur la place de l'œuvre dans la filmographie, alors Sunny, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je considère que c'est un petit peu dans sa période numéro 2, donc voilà, qui est à peu près de 2009 jusqu'à 2016-2017 Mmh. où effectivement, il y avait un ton qui était un petit peu, plus léger que dans, ses films, précédents et c'est vrai que même des histoires d'amour comme, Hill of Freedom qu'il tournera juste après, même si elle est en prise de mélancolie, reste somme toute, quand même, assez guirette. Après il me semble qu'il fait, Right Now, Wrong Then, Un jour avec, un jour sans, je crois que c'est ça le titre en français, qui là aussi est plutôt léger, je trouve. Et après Yourself and Yours, qui est aussi assez léger et qui est un petit peu, je trouve, un pendant avec Sun Yi, puisque c'est aussi le film qui parle le plus ouvertement d'identité, mais cette fois avec une femme dont on ne sait pas si elle se fait passer pour une autre ou si elle a une sœur jumelle. Donc Oui, oui, oui. Mmh. là aussi, il y a la question de l'identité qui est vraiment, travaillée au corps, de plus près, tout en restant dans cette surface. Puisqu'on ne saura à la fin du film, on ne saura pas si elle a une sœur jumelle ou si c'est juste une menteuse, compulsive. Donc c'est vrai qu'on est dans une parenthèse
un petit peu guirette, je trouve, de la part de Hong Sang-soo, ce qui n'est pas pour me déplaire. J'avoue que j'aime bien cette période. Et pour ce qui est de la forme, ben là, il est purement dans sa phase aussi numérique, hein, qui a commencé vers 2008, 2009. Et puis, il y a une autre chose aussi que je voulais dire. Non, c'est à peu près tout. Donc, ouais, voilà, c'est à peu près cette phase-là. Pour ce qu'il dit de son cinéma, enfin du cinéma, son inscription dans le cinéma, ben, étant donné qu'à partir de 2009, il est complètement indépendant, vu qu'il a sa propre maison de production, et donc il fait vraiment les films qu'il veut avec son propre argent, sans avoir besoin de financement extérieur. C'est à cette période-là qu'il a vraiment commencé déjà à tourner plus, mais aussi à tourner des films plus rapidement, donc quasiment tous les ans, hein, parfois 2 voire 3 par an. Donc on est vraiment dans une période charnière qui est un petit peu la période où il s'émancipe du système de grandes maisons de production auquel il était un tout petit peu rattaché, surtout via des financements étrangers d'ailleurs, y compris des financements français. Donc là, c'est sa période Emancipation, comme pour Prince, où il est vraiment, voilà, il a quitté Warner et en gros, il est vraiment tout seul. Sauf que Prince, après, il a fait des choses pas top, tandis que Hong Sang-soo a fait des films, je trouve, mieux que dans sa première partie. Donc là, il est vraiment dans sa période en toute liberté et voilà, il peut vraiment faire ce qu'il veut. Ce qui veut dire aussi que comme il est auto-financé et que ses films ne font pas beaucoup d'entrées, ben, il doit forcément avoir une équipe très restreinte et avoir des temps de tournage très courts avec un crew, peu d'acteurs et dans peu de lieux. Ce qui fait que voilà, on a des films. Encore celui-là, je crois qu'il dure quoi? Il dure 1h30, ça va. Mais bon, c'est là où il y a certains de ces films qui vont durer 60 minutes, 70 minutes, etc. Donc des films parfois un petit peu plus courts et plus resserrés, mais qui n'en. Moi, je trouve que du coup, je trouve que ça lui va plutôt bien. Donc voilà pour l'état des lieux de son inscription dans le cinéma. Et puis bon, ben, il continue à avoir des prix internationaux. Hein. Je crois que alors je sais pas si Sunny a eu des prix. Enfin, il a dû être projeté à Locarno, ce genre de choses. Je crois qu'il avait eu un prix de la meilleure réalisation, je pense, si je me trompe pas. Mais c'est à vérifier. Hein. Ça, par contre, c'est pas un problème. C'est pas très gravissime. Ça a confirmé en tout cas, effectivement. Et on a la dernière question, et c'est celle-là la plus compliquée, j'ai envie de dire, c'est le rapport de Hong Sang-soo à son époque et à la société. Et là, j'avoue qu'il y a de quoi dire, parce que moi, il y a quelque chose qui me frappe, c'est que Hong Sang-soo a commencé à faire des films en 96, et donc là, ça va faire 30 ans qu'il fait des films. La société coréenne, elle a largement changé depuis, même que ce soit le système de production, etc., mais la société en tant que telle, ça a vraiment changé, et c'est quelque chose qui ne ressort pas du tout dans ces films, comme s'il était complètement hors du monde, hors de la société. Tu disais tout à l'heure que ces premiers films n'avaient pas vieilli, mais je pense qu'une des raisons pour lesquelles ils n'ont pas vieilli, c'est qu'au fait, il n'y a pas de marqueur temporel, et on peut pas dire, par exemple, La femme et l'avenir de l'homme, en gros, ça se passe en Corée en 2002, au fait, ça pourrait se passer en Corée en 2022. Il n'y a aucun marqueur temporel dans ces films, sauf, je crois que dans quelques-uns de ces derniers films, il y a juste un masque, mais je pense que dans 30 ans, plus personne ne saura qu'il y a eu une crise du Covid, donc les gens ne feront peut-être pas le rapport. Mais en gros, il y a 0 marqueur temporel dans ces films. Il y a très peu aussi de plans touristiques, et donc que ce soit en Corée, en province, etc. Et même quand ils tournent à l'étranger, que ce soit à Cannes, à Paris, à Hambourg, à Berlin, au Mont-Saint-Michel, ils ne montrent pas du tout les plans touristiques comme n'importe quel réalisateur le ferait. Genre, j'arrive à Paris, je fais un plan de la Tour Eiffel ou de l'Arc de Triomphe. Dans Day and Night, ils vont quand même passer une journée, je crois que c'est à Trouville, mais je crois que c'est au Mont-Saint-Michel, et en fait, ils ne filment pas le Mont-Saint-Michel. Non, je pense qu'il va à Deauville ou Trouville, et je crois qu'on voit la gare, le nom de la gare de Deauville-Trouville, si je me trompe pas. Ah d'accord, c'est Deauville-Trouville. Je crois, mais il faudrait vérifier, si je me trompe pas. Mais en tout cas, c'est exit le Mont-Saint-Michel, mais si on prend les autres villes, Cannes, Paris, Hambourg, Berlin ou Séoul, en fait, ils montrent quasiment rien des villes, sauf justement ces petites villes, ces petites ruelles, les petites échoppes, les petits bars.
Donc, et les personnages se comportent exactement de la même manière qu'ils soient à Séoul, dans la province coréenne, à Cannes ou à Hambourg. C'est les mêmes personnages, ils ont les mêmes situations, ils ont les mêmes types de discours, ils sont dans les mêmes appartements, ils vont dans les mêmes bars. Si un jour Hong Sang-soo fait un film aux États-Unis, je pense que ce sera la même chose. En gros, voilà, ce sera des gens dans des petites ruelles, ils iront dans le petit resto du coin, chez le caviste, ce genre de choses. Il n'y aura pas de plan de la Statue de la Liberté, quoi. Et donc, c'est comme si la société, en fait, il en faisait abstraction. Elle existe, hein, il y a le nom des villes, etc. Mais en gros, elle est complètement absente. Il ne parle pas non plus de tout ce qui est. Les gens n'ont jamais de problèmes économiques ou de sujets plus terre à terre. En fait, ce dont il parle, c'est simplement d'art, de culture et d'amour. Donc, toutes les contingences autres de la vie sont mises de côté. Et c'est comme si, en fait, lui créait un véritable univers hongien. Voilà, c'est-à-dire qu'il a son propre univers, il a son propre écosystème. Voilà, et en gros, ces personnages naviguent dans cet univers. C'est pas le monde contemporain, c'est pas notre monde, c'est un autre univers qui est calqué sur le nôtre, mais en gros, j'ai l'impression que c'est un tiers-lieu, quoi. Il a vraiment son monde cinématographique qui est complètement décorrélé de tout ce qui peut se passer dans la société qui l'entoure, quoi. Ça, c'est très intéressant ce que tu dis parce que très souvent, et ça sera la dernière question, je me suis aperçu que plus on avançait dans sa filmographie, plus il y avait moins de lieux, moins de distance aussi, moins de déplacements, de mouvements des personnages, de plus en plus, à part il peut y avoir des exceptions, pardon, mais on va vers ça. Et surtout, très peu de personnages. Généralement, c'est un lieu ou deux, voire parfois une pièce ou deux, trois pièces. Et on parle beaucoup du monde, mais le monde, on ne le voit pas. Mais le monde se dit à travers les paroles, les propos, voire même les gestes de ces personnages. Et je me posais la question de savoir est-ce que, oui, la vision, le regard sur le monde devenait de plus en plus se resserrer chez Hong Sang-soo. Je ne sais pas, en fait, et je n'ai pas de certitude sur ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut-être m'inquiète un peu. Je me dis: «Tiens», et ce Je regard sais au monde pas, peut-être. moi, parfois, je me pose aussi la question, c'est, pourquoi les personnages de Hong Sang-soo sont toujours, déboussolés, instables, indécis? Sachant, voilà, du coup, qu'il y a pas vraiment d'assises dans notre monde, tel qu'il est, tel qu'on le vit. Mmh. Alors, la première réponse la plus terre à terre, c'est, ben, voilà, parce qu'en général, ils évoluent dans un monde, culturel où, où il y a pas de fric, quoi. Enfin, clairement, voilà, c'est un milieu hyper précaire de base. On voit qu'en général, voilà, souvent, c'est des réalisateurs, ils galèrent, à faire leurs films, ou alors ils font des films, mais qui sont vus par personne. Alors, on parle jamais, hein, de leurs conditions, financières ou autres, hein. Ils ont toujours des apparts et tout, ils roulent pas sur l'or, mais parce qu'en fait, c'est pas une question qui intéresse Hong Sang-soo, je pense. Donc voilà, moi je pensais que voilà, cette instabilité, des personnages, elle était aussi due à voilà, au milieu culturel qui veut que c'est un milieu un peu précaire. Mais bon, c'est pas terrible comme explication. Après, il y a tout simplement aussi, tout ce qui est, ben, trouver des personnages, un peu attachants. Donc en général, quand on veut quand même avoir une histoire à dire, faut qu'il y ait quand même quelques petites choses qui se passent. Donc les personnages agissent en conséquence, d'où les personnages qui sont souvent assez maladroits ou qui font des gaffes sans le faire exprès ou voilà, qui sont instables, qui tombent amoureux et qui, 5 minutes après, en fait, ont déjà oublié, leur amour. Heu, ouais, enfin, moi, c'est pas pour me déplaire, hein, j'aime beaucoup ça, quoi. J'ai l'impression que dans les films de Hong Sang-soo, en fait, les personnes tombent amoureux simplement pour le geste et l'esthétique de tomber amoureux, et non pas pour, l'objet de l'amour, en tant que tel. D'ailleurs, dans Sun-Yi, hein, c'est un peu la même chose, il parle,
ils passent leur temps à parler de l'amour, notamment, les mecs entre eux, quand ils parlent entre eux, mais en fait, on a juste l'impression que c'est un peu de la pause. C'est assez marrant, quoi. C'est comme si, en fait, voilà, on est vraiment dans la société de discussion, totale, de conversation totale et en fait, évoquer les choses est peut-être parfois mieux que les vivre, quoi. Ils préfèrent les filmer plutôt que les vivre. Comme, Mountsu dans Sun Yi, en fait, il dit, «Ah mais tous mes films ne vont que parler de toi. Tous les films que je vais tourner dans ma carrière, ils vont que parler de toi», c'est tout. Donc c'est assez marrant parce qu'en même temps, c'est un cliché. Mais bon, si les clichés existent, c'est qu'évidemment, il y a des réalisateurs pour tourner ce genre Et de films. puis voilà, et que les clichés sont basés se construisent sur des choses qui sont bel et bien réelles. Effectivement. Exactement. Sun Yi, 15e film de Hong Sang-soo qui date de 2014 et c'était, Marc Lelgouache de Istasia qui est venu, nous en parler et c'était vraiment un plaisir comme d'habitude. Merci beaucoup à toi Marc et puis Bah, tu merci à reviens quand toi. tu veux. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.